Partie de notre LFT. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une conférencière exceptionnelle, Léa Fauré. Léa occupe aujourd'hui donc, le poste de lead UI/UX chez Exact, où elle se démarque par son engagement dans la conception d'interfaces et d'expériences utilisateurs qui sont non seulement esthétiques, mais aussi pratiques, durables et accessibles à tous. Je vous demande d'accueillir Léa Fauré. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là de m'accueillir aujourd'hui. Du coup, en effet, moi je vais vous parler d'éco-conception. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure de la présentation et si vous voulez débattre, plutôt garder ces échanges pour la fin de la présentation où je serai disponible pour échanger avec vous. Alors pourquoi l'éco-conception? Donc, comme vient de le préciser Eric, moi je suis designer, ça fait à peu près 12 ans que je travaille. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, dans mon quotidien, au fur et à mesure des années, j'ai essayé d'avoir j'essaie de réfléchir à mes pratiques pour avoir le moins d'impact possible sur la planète. Donc, j'ai réfléchi à comment je consommais, comment je m'habillais, où est-ce que j'achetais ma nourriture. J'ai réfléchi à mes déchets. Et en fait, au bout d'un moment, il y a quelques années, je me suis dit, super, j'ai fait pas mal de choses, j'ai réfléchi à pas mal de choses dans mon quotidien. Mais finalement, on passe 5 jours sur 7 au travail. Et donc, comment je pourrais améliorer les interfaces que je design? Comment je pourrais faire en sorte qu'elles aient le moins d'impact possible sur la planète? Voilà, bon, en gros, je suis passée par plusieurs étapes, plusieurs statuts, et je pense que c'est une pratique qui peut se déployer dans plein d'entreprises. Donc du coup, je vais commencer une première partie sur l'impact du numérique, histoire qu'on se mette d'accord sur des chiffres qui ne sortent pas de mon chapeau. Je vais vous donner mes sources, voilà, pour qu'on comprenne un peu l'enjeu et ce qui se passe aujourd'hui. Et dans une deuxième partie, je vous donnerai des axes, des idées, pour qu'entre deux alternatives, on puisse choisir celle qui a le moins d'impact. Et puis on finira par un outil rapidement et une petite conclusion. Alors, pour commencer, toutes mes sources ne sont pas ici, mais disons que ce sont celles qui m'ont le plus servi. Je me suis beaucoup appuyée sur les livres de Frédéric Bordage avec son collectif Green IT, donc c'est le livre qui est en haut à droite. C'est vraiment une très bonne référence et Frédéric Bordage, c'est une référence depuis une dizaine d'années dans le numérique responsable. Il a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et avec d'autres collègues. Sachez qu'il y a aussi le référentiel général de services numériques qui est mis à disposition par le gouvernement, par l'ADEME et par d'autres services gouvernementaux, où vous pouvez en fait répondre à des questions et auditer vos interfaces. Alors, bon, comme tous les outils qui commencent à déployer, souvent c'est sur des sites internet un peu classiques, donc je ne sais pas si ça peut s'appliquer au streaming, mais dans tous les cas, il y a des règles et on peut noter et un peu auditer des sites internet. Il y a aussi, pour finir, les MOOC de l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, qui sont disponibles gratuitement. Et si on les fait tous ensemble en cumulé, ça doit faire une demi-journée. On n'est pas obligé de passer le certificat à la fin, donc c'est vraiment des ressources assez sympas et libres d'accès. Donc pour mettre tout le monde d'accord, déjà, commençons par une définition de l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, en gros, c'est l'émission de gaz à effet de serre, mais moi, je vais parler uniquement de ceux qui sont émis par l'homme, d'accord? Parce que la planète, il y a des gaz à effet de serre qui sont produits naturellement dans cette présentation, et les chiffres qui vont vous être présentés sont vraiment ceux qui sont issus de l'activité humaine. Donc, c'est ce qu'on rajoute en plus. Et c'est bien sûr une des sources du dérèglement climatique. Alors là, il y a un petit graphique de Libération, mais en fait, ils se sont appuyés sur plein d'autres sources, donc l'ADEME, Green IT. En gros, pour mettre en regard nos pratiques du numérique, je voulais déjà qu'on dézoome et qu'on réfléchisse, qu'on réalise dans quel domaine, dans quel secteur d'activité on émet le plus de gaz à effet de serre. Il y a 3 grands secteurs d'activité. Nos transports avec les avions, les voitures. Donc en plus d'émettre des gaz à effet de serre, on utilise des ressources qui sont finies.
Mais ça, c'est encore un autre sujet. Je vais essayer de rester sur la partie éco-conception dans cette conférence. Il y a la partie logement, principalement, c'est le chauffage. C'est l'énergie utilisée pour nous chauffer qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et l'alimentation. Donc l'alimentation, la plus grosse partie, c'est l'agriculture et l'agriculture en particulier de bovins. Donc plus l'animal est grand, en fait, plus va y avoir d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ces 3 grands secteurs-là émettent à eux tous 70 représentent 70 de l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Top. Donc du coup, cela étant dit, selon vous, quelle est la proportion, enfin quel est l'impact du numérique, de nos pratiques digitales, vis-à-vis des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre? Vous avez un pourcentage comme ça, une fourchette? 5, 10, 30, 13. C'est pas mal. Au début, on était proches. En fait, les chiffres datent un peu. Les chiffres datent un peu. Donc celui-là, il date de 2019 et on est à 4 Donc on peut se dire, OK, 4 comparé aux autres grands secteurs que je viens de présenter, c'est pas énorme. Cela dit, 4 ça représente quand même l'émission de tous les camions du monde entier pendant 1 an, de la flotte de camions, ou alors du Canada et de l'Allemagne réunis pendant 1 an. C'est quand même pas rien. Et en fait, le secteur du numérique, c'est celui qui croît le plus. Donc en fait, les premières estimations, enfin celle qui est datée de 2019, étaient en train de prédire que vers 2025, donc en fait on s'y rapproche quand même plus que 2019, on allait être proche des 8 Donc voilà, il y a quand même des choses à faire. Et alors comment on a fait pour calculer ça? On utilise un outil qui s'appelle, le cycle de vie ou l'analyse de cycle de vie. Donc pour donner un exemple, très rapide à ceux qui seraient pas au courant de comment ça fonctionne, imaginons, qu'on veut designer une montre. Je prends un exemple, assez simple juste pour commencer. Donc on imagine, la personne qui va dessiner sa montre, donc là c'est le concepteur. Heu, Après donc, une fois que c'est validé, on se dit: «OK, il veut la faire». On va aller extraire des matières premières, donc il va aller chercher, de l'or, des métaux, voilà. On va le fabriquer, donc on va couler ces métaux, on va l'assembler. Après, elle va être déplacée. Imaginons, qu'elle a été fabriquée en Chine et puis, en fait, on veut la distribuer sur des marchés américains ou européens. Donc voilà, elle va être diffusée. Il y a des personnes qui vont l'utiliser. Donc là, à cette étape-là, on va peut-être, changer la pile, on va peut-être la réparer. Et en fin de vie, ben, est-ce qu'elle est cassée? Est-ce qu'on la recycle? Est-ce qu'on change juste le bracelet? Est-ce qu'on en fait une installation artistique? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc du coup, ça, c'est l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'à chaque étape du cycle de vie de notre objet, on va analyser ses impacts. Donc selon vous, à quelle étape du cycle de vie d'un objet numérique émet-il le plus de gaz à effet de serre? Où est-ce qu'il a le plus d'impact sur la planète? Fabrication? 1 ou 2, ouais, extraction. Vous êtes bon. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait ce format sous forme de formation et souvent on me dit le transport. Et en effet, c'est vraiment la partie extraction et fabrication qui émet le plus de gaz à effet de serre. Tout simplement parce qu'il faut imaginer que les métaux, déjà, ils sont pas disponibles partout, ils sont souvent sous terre. Donc on va enlever les arbres, on va creuser. Il nous faut beaucoup de matière pour extraire le peu des métaux qu'on cherche qui sont mélangés à d'autres matières. On va utiliser, des produits chimiques pour les séparer, pour, voilà. Après on va les fondre, les assembler et fabriquer. Je résume, hein, je passe un peu rapidement, mais grossièrement, je pense que vous avez l'image. Super, donc là, on a à peu près compris, où est-ce qu'on a un impact plus fort, sur la planète. Et donc selon vous, quel est le terminal? Donc le terminal, ça peut être, nos téléphones, nos ordinateurs, et cetera. Donc quel est le terminal qui utilise le plus de matières premières? Smartphone, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a dit ça? J'ai pas vu. Ouais. Ouais, le plus de composants différents dans un smartphone. Et c'est celui qu'on change le plus souvent, ouais. Pour un PC portable, pourquoi? Mmh. La batterie et on le change.
OK. Ouais. C'est des réponses que j'ai souvent, surtout le smartphone. En fait, la réponse, elle est assez logique, mais on l'a pas forcément en tête. C'est le device le plus grand. Parce que forcément, vu que l'impact, il est à l'extraction des matières premières et qu'il faut plus de matières premières, ben, plus, notre outil, il est grand, plus il va avoir d'impact. Donc en gros, ben, c'est les télés. Enfin, c'est l'écran le plus grand, en tout cas. Je vais vous partager, quelques chiffres. Donc il y en a plein, mais je vous en ai sélectionné, 3. Ça permet de mettre un petit peu, en perspective. Le poids de nos pages, web était multiplié par 155 depuis, 95, passant en moyenne de 14 KO à 2 et des patates. En gros, tout ce qu'on produit est de plus en plus lourd et donc du coup, heu bah, ça demande plus de mémoire, plus de puissance à nos appareils pour les lire. Mais en fait, ça se charge pas forcément plus vite et on lit pas forcément plus vite. Donc ce chiffre est un peu absurde. Hem, mais en tout cas, c'est ce qui explique donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'obésiciel. C'est ce qui nous fait changer de smartphone quand, par exemple, il y a plus de place pour remettre à jour nos applications ou notre, système d'exploitation. En fait, on va changer de terminal parce qu'il y a plus de place. Donc ça, c'est l'obésiciel. Ça veut dire que tout est plus lourd, tout prend plus de poids et en fait, ben, notre terminal, il a plus la capacité de fonctionner. Il n'a plus de place. 45 moi je trouve ça énorme. 45 des fonctionnalités ne sont pas utilisées, dans une interface. Il y a aussi un autre chiffre qui est intéressant, c'est 1 application sur 4 en général sur vos smartphones, ne sont jamais utilisées. Donc il faut juste, essayer de remettre, ce chiffre-là en perspective. Enfin, on a quand même des choses parce qu'on nous les offre, mais parfois on les utilise pas. Voilà, c'est à peu près ce que ça veut dire. Et un dernier que j'aime beaucoup, 4 KO, c'est la RAM, enfin la capacité de la mémoire vive de l'ordinateur de bord de la NASA pour aller sur la Lune. Moi, je trouve, ce chiffre incroyable. Ça veut dire qu'ils ont trouvé d'autres systèmes pour faire des calculs et qu'en gros, bah, on peut quand même s'en sortir avec un peu moins de capacité. Ça va pour ces chiffres? OK, donc du coup, là, on a parlé un peu des mauvaises nouvelles, mais du coup, sur quoi on pourrait jouer pour limiter, ces impacts? Selon vous, donc par rapport peut-être à ce que j'ai dit un peu avant ou même, selon vos propres, connaissances personnelles, quels sont les secteurs du numérique, enfin, quelles sont les activités, du numérique sur lesquelles on devrait jouer en premier pour, limiter notre impact? Ouais, maintenir dans le temps, c'est une bonne idée. Ah, il y a la boîte qui se déplace, la boîte micro. Essayer de changer, d'appareil, moins souvent, enfin garder son téléphone, ses télés le plus longtemps possible et peut-être réparer, si on peut. C'est une très, très bonne idée. C'est celle qui a le plus d'impact, en effet. Mais faire moins de pubs et de tracking sur le web, parce que c'est une grosse raison de l'augmentation du poids des pages. Moins de tracking, ouais, moins de pub. Il y a des demandes, là, j'ai l'impression, qui sont faites. Il y en a qui ont d'autres idées à partager? OK. En tout cas, c'est pas mal. Vous avez à peu près compris la logique. Le levier le plus fort, donc c'est ce qu'on a vu en fait juste avant, c'est la durée de vie des terminaux. Donc c'est vraiment plus longtemps on va garder son terminal, bah du coup moins on va avoir besoin d'aller extraire les matières premières et donc moins on va émettre de gaz à effet de serre. Après, à égalité, les leviers, ça va être les data centers. Donc même s'ils ont, enfin, ça a été vraiment amélioré, il y a eu des innovations technologiques qui ont fait que les data centers sont beaucoup moins énergivores. Vu qu'on crée de plus en plus de données et qu'on les stocke, ben, en fait, les data centers sont quand même des gros consommateurs. Et à égalité, les flux de navigation. Donc les flux de navigation, on va le voir dans
dans les conseils un peu juste après. En gros, c'est tous les flux qui nous servent à lire quand on navigue sur Internet ou autre. Tout est bon là-dessus. C'était la partie intro pour un peu tout le monde soit aligné sur les mêmes informations. Du coup, je vais passer à la deuxième partie, donc sur les tips. Donc, des conseils, en tout cas des ordres de grandeur pour essayer de voir où est-ce qu'on peut limiter notre impact. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, le premier tip, c'est vraiment allonger la durée de vie. Donc, allonger la durée de vie des terminaux, mais aussi assurer la compatibilité de nos applications avec les navigateurs, les systèmes d'exploitation, etc. Parce que du coup, plus ça va être compatible, plus on va garder nos terminaux. Donc ça revient à avoir une politique de maintenance. Qu'est-ce qu'on en fait dans le temps, comment on la maintient, enfin en termes de sécurité, en termes de plein de choses. Et c'est aussi définir une politique de suppression des données. Donc ça soit par exemple des données personnelles. Parfois on garde plein de données, mais en fait qui nous servent à rien, et ça peut même aider le confort des utilisateurs de savoir que toutes nos datas personnelles ne sont pas stockées. Et aussi, du coup, on peut revenir au chiffre de tout à l'heure qui était 45% des fonctionnalités ne sont pas utilisées. Si on supprime ce qui n'est pas utilisé, ça va permettre aussi de maintenir nos applications plus longtemps, parce qu'elles vont être plus légères, etc. Du coup, le deuxième axe, j'ai essayé de les ranger par ordre croissant d'importance. Cela dit, c'est vraiment propre à chaque application, parce qu'il y a vraiment des grandes disparités entre est-ce qu'on développe une application mobile, est-ce qu'on a un site internet vitrine, enfin voilà. Il faut vraiment, l'idée c'est de comprendre la logique et de comprendre l'impact qu'on pourrait avoir derrière, et c'est à chacun de se l'approprier, d'essayer de voir comment avec son projet on peut, sur quel levier on peut jouer. Donc le deuxième type, celui qui pourra avoir pas mal d'impact, c'est les serveurs. Donc on a vu que c'est un levier assez important à actionner. Typiquement, on pourrait choisir des serveurs plus près des utilisateurs finaux, histoire que nos informations ne fassent pas le tour de la planète. On pourrait imaginer donc du coup des serveurs locaux, régionaux, peut-être qu'ils pourraient être alimentés avec de l'énergie un peu plus verte aussi. On pourrait utiliser tous les niveaux de cache, ou en tout cas le bon niveau de cache, de sorte que quand on recharge des sites internet, en fait, si on y va plusieurs fois, les images soient déjà stockées. Il n'y a pas besoin de faire des appels serveurs pour recharger des informations. Voilà, il y a des choses à faire avec les serveurs. Le troisième tips, donc celui-là il me parle bien parce que du coup je suis designer, donc vraiment c'est ce que j'essaye de faire dans mon quotidien, c'est de répondre à un besoin utilisateur avéré. Donc l'idée c'est vraiment de pas développer et de pas designer des fonctionnalités qui seraient pas utilisées, qui sont pas demandées par l'utilisateur, parce que si elles vont pas être utilisées, nous on va juste se retrouver à maintenir des fonctionnalités qui sont utilisées par personne. Voilà, ça amène donc des personnes qui vont travailler plus longtemps, qui vont utiliser leurs terminaux, qui vont utiliser de l'énergie. Je ne sais pas si vous comprenez la logique de maintenir quelque chose qui n'est pas utilisé. C'est un impact. Et du coup, une des bonnes pratiques en design, on dit souvent designer en mobile first, tout simplement parce qu'en mobile first, quand on est dans des zones un peu blanches ou qu'on capte moins bien ou qu'on paye sa donnée, on n'a pas envie de charger du contenu inutile. Donc en fait, le fait que l'écran soit plus petit et qu'on se déplace avec de la 4G va vraiment permettre d'éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. Donc c'est une bonne pratique en design. Là, on arrive dans un sujet qui vous concerne, à la vidéo. Selon vous, par rapport au trafic général, donc là, on parle sur le troisième axe, les leviers tout à l'heure dont je parlais, c'est les flux. Selon vous, les flux vidéo, ils correspondent à combien de pourcents sur Internet? 25, 60, 14, c'est ça? 60, ouais, on est plus proche des 60. Ouais. Malheureusement, ça peut même être un peu plus. Ouais. Donc du coup, là, il y a plusieurs manières de calculer parce qu'en effet, la vidéo, elle est disponible sous plein de formats et sur plein de supports différents. Mais grosso modo, on a la vidéo à la demande. On a énormément de porno. À savoir que du coup, les principaux utilisateurs sont les hommes. Donc peut-être qu'il y a des questions sociétales aussi à se poser. YouTube et les réseaux sociaux.
Donc voilà, on sait que la vidéo, c'est lourd. On en regarde aussi, mais voilà, on sait que c'est lourd. Du coup, comment faire pour essayer de limiter cet impact? Voilà, ça, je pense que c'est clairement un sujet, que vous comprenez, que vous maîtrisez. Mais l'idée, c'est déjà de supprimer des vidéos qui sont inutiles. Donc on peut imaginer des sites vitrines, parfois on nous met des vidéos inspirationnelles de chants ou de pâquerettes, alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous vend derrière. Donc il y a, dans beaucoup de cas, des vidéos vraiment qu'on pourrait supprimer qui ne servent à rien. Si on veut les garder, on peut les alléger. Donc on peut déjà, couper, les séquences qui nous intéressent pas avant, après une interview, par exemple. On peut bien sûr les compresser et quelque chose, qui devrait vraiment être fait à chaque fois, c'est, proposer différents formats de la vidéo. Typiquement, si moi je suis sur mon smartphone dans les transports et que je veux regarder une vidéo sur, YouTube, hem, ça sert à rien que YouTube aille me alors YouTube, c'est peut-être pas un bon exemple parce que je crois qu'il les compresse pas mal, mais disons une vidéo sur un navigateur plutôt. Hem, En fait, ça n'a pas de sens d'aller chercher une vidéo, 4K qui pourrait être, lue sur ma télé, alors que je vais la lire dans un écran, qui fait moins de 10 centimètres. Et en fait, les navigateurs compressent pas très bien les vidéos. En fait, ça dépend des navigateurs. Mais donc du coup, une des bonnes pratiques, c'est vraiment de mettre à disposition plusieurs formats de vidéos. Comme ça, on va venir appeler le bon format et ça va limiter le poids, et les flux, en fait. Voilà. Après, pareil pour des sites vitrines, si on peut faire un lien vers l'endroit où la vidéo est hébergée, c'est mieux, parce que ça veut dire on va pas charger le contenu de la vidéo sur notre propre site internet. Et en accessibilité, c'est aussi une bonne pratique de ne pas déclencher les vidéos automatiquement. Ça veut dire que la vidéo, elle va être lancée uniquement si l'utilisateur en a besoin. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va du coup, générer, des flux qui arrivent. Mais ça peut être très perturbant pour des personnes, en situation de handicap. C'est à peu près la même idée pour les images. Donc, les 2, je les couple un peu. Je vais pas, m'attarder vraiment sur les images, mais en gros, c'est la même chose, les compresser, rendre disponibles plusieurs formats, c'est toujours la même idée. Hem Et les diaporamas sont vraiment déconseillés, également pour des raisons d'accessibilité, mais aussi parce que ça crée du mouvement. Bon, c'est plus trop à la mode, mais en fait, on en croise encore. Internet est plein de bons exemples. Est-ce que ça va jusqu'à présent sur les conseils? C'est assez visuel? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à m'interrompre ou si vous voulez creuser 1 ou 2 points. Il nous reste 4 tips. Est-ce que vous avez des idées, de ce qui consomme pas mal dans nos interfaces et ce qui pourrait être amélioré? À votre avis, quels pourraient être les 4 prochains tips? Les temps de parcours, ouais, ça je le comprends un peu dans l'UX design. C'est vrai que je l'ai pas développé, mais ouais, mais il y a quelque chose qui va aussi faire écho à ça, juste après. De l'IA, alors j'ai pas tout compris dans cette phrase, mais j'ai compris l'IA. Ouais. L'IA, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on va pas forcément débattre maintenant dessus, mais on peut en parler après. En tout cas, l'IA, elle est déjà présente. Enfin, quand on fait des recherches Google, c'est déjà un peu de l'IA. Donc, bon, après, ça dépend les différents degrés de ce qu'on veut mettre derrière. En effet, l'intelligence artificielle, ça calcule, donc forcément, ça a un impact très fort, ouais. Le moteur de recherche. Ouais. Tout à fait. Il est juste après, il arrive. Ah, vous avez des bonnes idées. Avant le moteur de recherche, il y a le scroll. L'idée que du coup, on essaye de séquencer les pages plutôt que de fournir plein d'informations dans la même page. Ça va permettre de pas charger autant d'informations. Et encore une fois, l'utilisateur, il va aller chercher l'information qu'il veut en cliquant sur la page suivante ou avec un lien voir plus. C'est en plus des dark patterns, hein. Enfin, le scroll infini, on essaye de le limiter. Il y a encore pas mal de réseaux sociaux qui les utilisent, mais c'est vraiment pas recommandé. Donc il y a vraiment le scroll et le côté aussi en UX design, on essaye d'éviter la surcharge cognitive. Donc c'est pas que un chargement de données sur la page, c'est aussi déjà ingérer le contenu qu'on nous propose et après voir la suite sur d'autres pages.
Juste après, on a le moteur de recherche, donc justement, c'est exactement ça l'idée. Surtout avec l'autocomplétion. En effet, à chaque fois qu'on tape un caractère, ça va envoyer une demande et ça va envoyer une réponse. Donc, on imagine que ça fait beaucoup de requêtes. Donc, les moteurs de recherche peuvent être assez lourds et assez gourmands en énergie. Ce qu'on peut faire, comme Salomon l'a fait, ils ont identifié les quatre recherches les plus courantes et en fait, ils ont créé des liens. Donc, en gros, c'est créer des suggestions. Après, à nous de voir dans chaque projet, est-ce qu'il y a 2 suggestions ou 10 ? C'est à tester, hein. Mais déjà, ça permet de limiter le nombre de requêtes et du coup, ça permettrait de rechercher uniquement ce qu'on n'arrive vraiment pas à trouver. Donc, il y aurait moins de recherches. Voilà. On peut aussi faire de l'autocomplétion, mais de chercher au bout du 3e caractère au lieu de... Je sais pas si on commence à taper un mot, c'est pas lettre par lettre, mais au bout de 3e lettre, par exemple. Voilà. Ça peut être des solutions. Alors celui-là, il n'est pas encore revenu, mais je pense qu'il parle facilement à tout le monde parce qu'on est tous un peu agacés des notifications. Je prends l'exemple, je ne sais pas, je suis sur une application, je viens de faire une action, et là j'ai un feedback qui me dit « Ok, votre action elle a bien été prise en compte ». Puis après, j'ai un SMS qui me dit que mon action a été prise en compte, et puis j'ai un mail aussi. Donc c'est un peu agaçant, et puis on imagine que du coup, ça utilise tous ces canaux de diffusion pour me donner la même info. Donc vraiment, les notifications, il y a un boulot à faire pour savoir laquelle on met par défaut. Et le mieux, c'est de proposer à l'utilisateur final de pouvoir paramétrer les notifications qu'il veut recevoir, sur quel canal il préfère les avoir. Mais en tout cas, les réglages par défaut ont vraiment un impact. Et le petit dernier, les téléchargements. Donc celui-là, il peut avoir un gros impact également. Donc en fait, l'idée, c'est de ne pas tout télécharger par défaut. C'est un peu comme les notifications, les paramètres par défaut, ça peut jouer beaucoup. Par exemple, sur WhatsApp, donc je ne sais pas s'ils le font encore parce que moi je l'ai désactivé, mais sur WhatsApp, toutes les vidéos, les gifs, ils sont téléchargés par défaut. Mais on est tous dans des groupes avec plein de gens et parfois on s'en fiche des gifs. WhatsApp a pris le parti de tout télécharger. Donc ça nous fait stocker plein d'informations, ça fait télécharger plein d'informations qui ne sont pas forcément utiles. En tout cas, pas pour tout le monde. Si elles le sont pour vous, tant mieux, c'est OK de les prendre, mais c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui s'en fichent, qui devraient ne pas générer de flux supplémentaires. Donc là, c'est une capture d'écran de Unsplash. Donc c'est des photos des photos bonne qualité qui sont souvent libres de droit. Et du coup, eux, ils ont commencé la démarche. Donc ils proposent au téléchargement plusieurs tailles. Souvent, quand on clique sur Download Here, ils téléchargent le plus grand. Et après, quand on clique sur la petite flèche, on peut choisir les différentes tailles. Donc l'idée, c'est en tout cas ils auraient pu s'améliorer un peu en disant, par exemple, je télécharge ma vidéo pour taille mobile, taille ordinateur et taille télé, par exemple. Et donc là, forcément, on va télécharger le bon format et encore une fois, on ne va pas télécharger une vidéo en 4K alors qu'on va la regarder en tout petit. Voilà, et bien sûr, on peut les compresser. C'est le même, on en revient sur les images et les vidéos, les mêmes règles. On a fait le tour des tips, en tout cas des principaux. Il en existe plein d'autres, mais en tout cas ceux qui ont le plus d'impact. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai l'impression d'avoir tué tout le monde. J'espère que je ne vous déprime pas. Ok, alors un outil. Ah pardon, question, vas-y, je t'en prie. Tu as abordé rapidement l'IA, c'est ça que tu as dit ? Ça marche pas très bien, mais je vais répéter ta question dans le micro. Tu peux me la dire Déjà, il y a suffisamment de recul pour voir l'impact que peut avoir les IA, si c'est positif ou négatif sur les recherches, par exemple. Est-ce qu'on a assez de recul par rapport à l'IA ? Je ne sais pas. Je pense qu'on n'en a pas suffisamment. En tout cas, je pense que ça revient à ce qu'on a dit juste avant. C'est que l'IA, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du calcul. Donc, il faut stocker des données et aller les chercher et les restituer. Donc, forcément, je ne suis vraiment pas experte sur le sujet, mais on peut imaginer que derrière, il faut des serveurs, il faut du flux, il faut de la data. Donc, tout ça, c'est forcément pas incroyable. Après, en fait, c'est comme tout dans le numérique. Il y a plusieurs positions. On pourra en parler à la fin si vous voulez, on peut débattre.
Il y a le numérique qui va aider, par exemple, qui va limiter l'impact, comme par exemple faire du télétravail. Si on prenait sa voiture tous les jours et si on fait du télétravail, ben, peut-être qu'on va avoir un impact moins néfaste sur la planète. Attention aux effets rebonds, hein. Si on met la vidéo tous et qu'on est en permanence dessus, bah, peut-être que ça peut compenser. Mais donc il y a quand même des choses qui peuvent être utilisées dans le digital et dans le numérique. Mais globalement, bah, c'est quand même en fait, tout ce que l'homme produit, tout ce que l'homme crée a besoin d'énergie. Et donc, du coup, ben, ça a un impact. Tout ce que nous, on fait, ça a un impact. Forcément. Au Moyen-Âge, elles avaient moins d'impact, en fait. Ben, ils vivaient moins longtemps aussi. C'est un grand débat. Donc, pour l'IA, je sais pas, je suis pas assez, je suis pas assez au courant pour répondre précisément à cette question. Je vais vous présenter un outil que je trouve vraiment incroyable. Alors malheureusement, il ne fonctionne que sur les sites internet, je crois, pour le moment. C'est Green IT Analysis. Donc je ne sais pas s'il y en a certains qui en ont entendu parler? Ouais. C'est un petit plugin, qui se met sur Firefox et sur Chrome, qui a été développé par, l'équipe de Green IT. Donc c'est, celui dont je vous parlais au début, Frédéric Bordage et tout son collectif. Enfin, il y a tout un tas d'acteurs depuis un moment qui travaillent dessus. Ils ont pas fait que cet outil-là. Enfin voilà, ils font plein de recherches, mais cet outil-là marche pas mal. En gros, c'est un plugin qu'on installe et après on va venir scanner chaque page du site internet qu'on veut auditer. Ça va nous donner une note, hein, une éco-index. Il va calculer ben, l'eau qui a été nécessaire. Alors l'eau, ça vient d'où? Ben, en France, on est alimenté en énergie par des centrales nucléaires qui ont besoin d'eau. Et donc du coup, pour charger des pages web, ben, en fait, ça consomme de l'eau parce que ça consomme de l'énergie, parce que ça sort du cycle de l'eau. Qui va nous calculer la complexité de la page, voilà, tout un tas le nombre de requêtes. Et en fait, qui va faire un petit bilan, un petit récap avec des bonnes pratiques. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Ils vous disent ce qui marche pas. Donc, vous aurez dedans la liste de ce qu'on a vu là ensemble, une petite introduction et d'autres. Donc, il y a le nombre de requêtes, voilà, il y a optimiser des images. Et en fait, quand on clique sur les 3 petits points, on peut en voir plus. On peut avoir plus d'informations pour essayer de s'améliorer. Du coup, pour résumer un peu tout ce que je vous ai raconté, s'il y avait juste quelques informations à garder en tête, quelques bonnes pratiques, bah, essayez de tout faire pour prolonger la durée de vie des terminaux. Je pense que ça, on l'a vu, ça a un fort impact. Essayer de répondre à un besoin utilisateur identifié, donc essayer de pas produire des choses qui ne seront pas utilisées et pareil pour les maintenir dans le temps. Donc vraiment ne garder que l'essentiel. Bien paramétrer les choix par défaut, donc ça on l'a vu, les notifications, les téléchargements. Pareil, ça a un impact, donc ça génère du flux pour des personnes qui ne l'ont pas demandé, parfois. Et de manière générale, avoir une vue globale sur le produit, donc comment on le maintient dans le temps, qu'est-ce qu'on fait des données qui sont périmées. Par exemple, si on travaille sur un site e-commerce dans la mode, bah, tous les 6 mois, la mode, elle change. Qu'est-ce qu'on fait de toutes nos datas? Est-ce que c'est vraiment utile de garder tout dans des historiques? Enfin voilà, il y a plein d'entreprises, il y a plein de sites internet qui gardent tout un tas de données. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les garder? Et si avec tout ça, oui, pardon, vas-y. Ouais. Sur prolonger la durée de vie des terminaux, est-ce que tu as déjà vu des gens qui, à l'inverse, vont même s'interdire de supporter de nouveaux terminaux pour forcer peut-être freiner le changement de terminaux en disant nous, on ne supporte pas les terminaux qui ont pas plus de 2 ans d'existence ou quelque chose comme ça. Est-ce que ce serait quelque chose d'utile à mettre en place? Donc du coup, je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Est-ce que j'ai vu l'inverse, c'est-à-dire des entreprises qui forcent à changer le terminal? Ouais, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête pour ça particulièrement, mais par contre, moi, mon téléphone portable, c'est un Fairphone. Et Fairphone, dans leur offre d'achat, c'est ben, vous aurez toujours un système d'exploitation compatible. Donc c'est dans l'autre sens, c'est pas le terminal sera toujours compatible avec. Enfin voilà, c'est plutôt le software, parce qu'en fait, le terminal, on l'achète, c'est un peu comme une boîte vide.
Et c'est plutôt ce qu'on met à l'intérieur qui doit réussir à rester dedans. Donc des nouvelles features qui viendraient que pour les que pour les anciens terminaux au lieu des nouveaux. Je pense qu'après on risque de se heurter à des questions de poids. Faut que les nouvelles features, j'imagine, elles soient assez légères. Mais j'ai pas d'exemple en tête. C'est une bonne question. Ça serait intéressant si quelqu'un l'avait déjà fait. Parce que ça valoriserait en fait, de garder son terminal. Ouais. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'options supplémentaires? Enfin voilà, ça pose tout un tas de questions. C'est intéressant. Oui. Par rapport aux lois européennes en préparation sur l'obsolescence logicielle et la réparabilité, ça va peut-être un peu changer dans le bon sens? J'espère. Malheureusement, il y a déjà des lois qui sont déjà votées et qui ne sont pas vraiment appliquées. On peut faire un parallèle avec l'accessibilité aussi, qui devrait déjà être déployée partout. Ouais. Là, cette année, j'ai l'impression que les entreprises s'agitent un peu plus pour l'accessibilité. Je pense qu'il y a eu des menaces d'amende, ouais. Donc j'espère. Après, je vois qu'en tout cas, l'accessibilité amène le sujet de l'éco-conception. Enfin, en tout cas, il y a une prise de conscience, donc j'espère que ça va bouger plus vite. Oui, les lois aident. Pour le moment, j'ai pas l'impression que ça soit suffisant. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit le moteur premier. Enfin, autour de moi, les personnes qui essayent de s'intéresser au sujet, qui essayent de le mettre en pratique, sont plutôt pour des questions de valeur comme moi, plutôt que par contrainte. Donc, mais si ça marche pour l'accessibilité, j'espère que ça marchera pour l'éco-conception. Si j'ai pas réussi à vous convaincre que juste pour préserver la planète, c'était intéressant de limiter notre impact, j'ai une dernière slide qui parle un peu des gains, peut-être un peu plus monétaires. Donc pourquoi on pourrait faire tout ça? Déjà pour le prix des data, donc celles qu'on stocke en tant qu'entreprise, mais aussi celles qu'on paye en tant qu'usager, utilisateur. Pour gagner en temps de chargement, donc pour que les pages se chargent beaucoup plus vite, qu'on n'ait pas besoin d'attendre, parce qu'on est un peu tous mobiles et il y a encore des zones en France où on capte pas très bien. Si nos applications sont plus légères et se chargent plus vite, on va économiser sur la batterie. On va utiliser moins d'énergie en fait, tout simplement. Et puis, on va lutter donc contre l'obésiciel et contre l'obsolescence programmée. Et plus largement, donc je n'ai pas vraiment abordé le sujet ici sur l'éthique, mais plus largement, ça va permettre de lutter contre la fracture sociale. Il y a encore des personnes qui sont loin du numérique, ou en tout cas qui ne sont pas complètement autonomes face au numérique. Et le fait d'avoir des interfaces plus légères et plus simplifiées permettrait d'inclure plus de monde. J'en ai fini là, donc si vous avez encore des questions, j'ai peut-être 1 ou 2 minutes, et puis je suis quand même dispo après de manière non formelle. Vous avez peut-être d'autres questions ou même remarques sur le sujet? Ouais. Quand tu montrais que la télé, c'était ce qui consommait le plus, c'était pour fabriquer une télé ou même en prenant le cycle de vie, parce qu'on se dit qu'une télé, on la change moins souvent qu'un smartphone? Alors, les chiffres, la manière dont ils ont été calculés, il faudrait regarder les sources. Mais en fait, c'est vraiment lié à la matière première et à la fabrication. Donc, c'est vraiment en plus, ce qui consomme le plus dans nos terminaux sont les écrans. Il y a le problème des batteries et des autres composants électroniques, mais c'est vraiment l'écran qui utilise le plus de métaux. Et en plus, en gros, on a besoin d'à peu près 200 kg de matières premières pour extraire 1 kg de métaux. Et dans un smartphone, il y a 50 métaux différents. En fait, ils sont tellement éclatés pour composer un écran, ils sont tellement en quantité infime qu'on ne peut même pas les recycler, on ne peut pas les refondre, on ne peut pas les réutiliser. Et en fait, du coup, c'est ça, c'est la télé, plus elle est grande, même si on la tient 10 ans. En fait, j'avais fait l'exemple, donc là, j'ai pas mon téléphone, mais imaginons que ça soit une télé, bon, elle est un peu grande, mais
Vous imaginez votre smartphone, la taille qu'il fait. Si vous le changez tous les 5 ans, bah ok, donc vous mettez 5 smartphones. Votre télé, si vous la changez tous les 10 ans, vous avez vu la taille? Enfin, c'est vraiment une question de quantité de matières premières nécessaires pour fournir, pour fabriquer ces terminaux. Mais par exemple, il y a des vidéoprojecteurs qui marchent bien. Enfin, c'est de la lumière. Il y a des solutions. Hein. Ou de garder sa télé longtemps. Hein. Ça peut marcher aussi. D'autres questions, d'autres marques? En ligne, il n'y a pas de questions? Si, justement, on a Vas-y. on a eu un débat en fait Ah. sur le thread Slack qui était de se dire qu'entre en fait la refonte d'un data center ou maintenir en fait ton data center, qu'est-ce qui pollue le plus? Donc il y a eu des questions. Pour l'instant, il y a un argument qui va plus dans le sens de dire que bah, c'est toujours le maintien qui gagne parce que tu rachètes pas de nouvel équipement. C'est très compliqué à mesurer. Il faudrait faire l'analyse de cycle de vie de chaque data center. Donc, quelle est l'énergie qu'il faut pour le maintenir et combien il va dépenser, par exemple, sur 10 ans en énergie supplémentaire et combien il nous faudrait d'énergie pour créer un nouveau et combien il va consommer dans le temps. Moi, j'ai cette problématique en ce moment avec ma voiture. J'ai une vieille voiture qui n'est pas électrique et je me dis, est-ce que je continue à garder ma vieille voiture qui utilise de l'essence contre produire, donc acheter une nouvelle voiture qui va utiliser de l'électricité. Au bout de combien de temps mon impact sera plus intéressant de passer par l'un ou par l'autre? J'ai pas de réponse formelle, il faut faire l'analyse de chaque solution. C'est difficile à mesurer. Et du coup, pour ta voiture, tu as... Je la regarde encore un peu parce que j'ai pas de sous, mais mais j'ai calculé que passer à l'électrique, ça serait plus rentable parce que je compte pas mourir demain et donc du coup, elle va me rester enfin, je compte utiliser ma voiture électrique longtemps et donc du coup, à terme, même s'il y a l'impact de créer une nouvelle voiture, le fait de pas recharger en énergie, en ressources épuisables régulièrement pour l'alimenter, ça sera plus rentable pour moi et pour la planète surtout. Dans une société capitaliste, si on veut, comment on développe des logiciels avec plein de fonctionnalités parce qu'on les vend à nos clients. Tout ça, c'est très positif pour la planète, mais comment est-ce qu'on arrive à convaincre les entreprises qui payent nos salaires? Ouais, donc comment nos entreprises acceptent de mettre ça en place? Bah, déjà, on peut parler des gains, en fait, qui sont aussi pour elles. Après, c'est une question de mindset, de publicité aussi. Ils peuvent, enfin, on a tous vu le greenwashing, il y a pas mal de pubs, donc les gens commencent à prendre conscience et ils vont demander en fait des gages de qualité, des gages d'éco-conception. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas encore le cas, mais j'espère que bientôt, ça va être un argument de se dire, ben ok, vous n'avez pas de nouvelles fonctionnalités, mais par contre, elle marche toujours aussi bien et dans 10 ans, elle marchera toujours votre application. C'est un changement d'état d'esprit général qui doit être impacté à tous les niveaux de la société et donc les entreprises vont à un moment devoir y trouver leur intérêt. Mais en termes de maintenabilité, parce qu'en fait, ça coûte aussi pour une entreprise de maintenir. Donc c'est vraiment, moi je reviendrai, si on parle vraiment dans une société capitaliste, si on parle vraiment du coût, ben les entreprises ont l'intérêt en fait à limiter le développement de nouvelles fonctionnalités qui ne servent pas, à alléger le poids de ce qu'ils produisent, de maintenir dans le temps. En fait, on le sait, je reviens aux voitures, mais enfin, ce qui est le plus solide et le plus réparable, c'est des marques. Enfin, ça donne une bonne pub. C'est un bon gage de qualité, quoi. Donc, je pense que c'est un argument. Je suis peut-être un peu utopiste. Les entreprises trouveraient rentable de vendre des biens et des services qui durent dans le temps. J'ai l'impression que c'est un peu le cœur du problème parce qu'au contraire, le but, c'est de produire pour que les gens consomment, mais de pousser les gens à consommer pour produire des puissances, en fait.
Donc toi, ce que tu dis, je reformule parce qu'avec le micro, je suis pas sûre que ça ait bien marché, mais tu dis que du coup, les entreprises, elles ont plutôt tendance à nous fournir de plus en plus de fonctionnalités. Et, bah, oui, c'est un état d'esprit en fait. Après, c'est pas le mien. Moi, je suis designer d'expérience utilisateur. Mon but, c'est de répondre à un besoin. Si, pour moi, dans ma manière de concevoir mon design ou une réponse à un problème, je vais concevoir quelque chose qui répond à un besoin. Et si ce besoin existe bien, eh ben, ça va être rentable pour l'entreprise parce que l'entreprise va payer pour le développement de cette fonctionnalité qui va servir à quelqu'un qui sera prêt à payer pour utiliser ce service. Et donc, du coup, pour moi, ça suffit. En fait, on n'est pas obligé d'en rajouter des caisses. Et d'ailleurs, on le voit, pour un utilisateur, c'est pénible d'utiliser des applications qui ont plein de fonctionnalités, où il y a des mises à jour permanentes, où on ne sait pas où sont les nouvelles fonctionnalités, on ne s'en sert pas. Donc, c'est un état d'esprit différent. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. En tout cas, en termes d'expérience utilisateur, l'idée, c'est de répondre à un besoin. Enfin, moi, c'est comme ça que je me positionne et généralement, ça marche pour les entreprises si elles y répondent bien. C'est bon. Juste le truc, c'est change de marque ou de logo, par exemple France Travail, Pôle emploi et avant, c'est-à-dire que le produit est malheureux, il y a un énorme coût pour refondre le branding. Est-ce que ça a été calculé? Est-ce que le rebranding d'une plateforme à l'identique a été calculé? Ouais. Il faudrait faire une analyse de cycle de vie. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, en tout cas pas dans mes expériences. Ce qu'on peut imaginer déjà là de tête dans l'analyse de cycle de vie, c'est du coup il faut recruter une équipe qui va travailler dessus. Donc les terminaux sur lesquels on va travailler, ils utilisent de l'énergie. Ils vont s'user. Enfin voilà, on va passer du temps dessus. Les personnes qui vont venir travailler dessus, ils vont se déplacer. Voilà, toute l'énergie qui va être dépensée pour ce rebranding, ça va être de l'énergie. C'est comme toute activité humaine, si on a un impact en fait. Mais j'ai pas de chiffres précis. Il faudrait faire l'analyse complète, donc passer par toutes les étapes. Qu'est-ce que ça impacte de faire cette refonte? L'électricité dans les locaux, la nourriture en fait, ça va loin, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi tout l'affichage en dur sur les agences Pôle emploi, France Travail, des choses comme ça. Oui, là, on va au-delà du site internet. Pour rester sur ce secteur d'activité qui n'a pas de recherche marketing à faire, c'est surtout ça. Parce qu'une marque qui veut se rajeunir, rajouter un plus derrière, il peut y avoir un intérêt, mais okay. Donc, c'est des placements marketing et en effet, j'ai pas de réponse là-dessus. Après, ce qu'on peut imaginer comme réponse aussi, c'est peut-être que la cible s'identifie pas forcément avec l'ancien produit et qu'il y a peut-être eu une erreur dans la manière dont on s'adresse à notre cible et qu'on veut corriger ça. Mais oui, bien souvent, c'est comme les entreprises qui ont des scandales, qui changent de nom, ou les partis politiques. Et clairement, ça a un impact, en fait. Dès qu'on change de nom, il faut tout changer, que ça soit sur les formats digitaux comme sur les formats physiques, en fait. Reproduire des affiches, tout a un impact. Je pense qu'il est 53, je ne sais pas s'il y a une autre conf derrière, peut-être que c'est la dernière question, mais vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y a déjà eu des initiatives prévues pour avoir des marqueurs un peu comme sur la nourriture? Maintenant, on sait si on est A, B, C, D, E, F, on est obligé de l'afficher en fonction de la qualité. Est-ce qu'il pourrait y avoir ça sur des sites, genre ils ne consomment pas beaucoup, c'est horrible? J'ai quelques exemples de sites qui sont éco-conçus et qui l'affichent. Typiquement, il y avait une image quand je vous parlais des images, donc il y a des sites internet qui travaillent les images de sorte à les rendre vraiment les plus légères possibles. Et donc, en fait, ça crée une identité visuelle qui est assez reconnaissable quand on va voir plusieurs sites internet. Par exemple, il y a le site EDF de Dalkia qui vraiment promeut sa démarche écologique et qui explique que du coup son site ne ressemble pas aux autres. Il n'y a pas des grandes vidéos promotionnelles parce que du coup ils ont choisi de l'éco-concevoir et donc de limiter le contenu. Donc malheureusement il n'y a pas encore de notes. C'est un peu comme l'accessibilité. L'accessibilité est censé avoir un rapport d'état des lieux de l'accessibilité. L'éco-conception, ça n'existe pas encore. Enfin, ou en tout cas, je sais que il faudrait aller voir sur le site du gouvernement. Je sais qu'il y en a qui le publient, l'état d'avancement. Et il y a des notes qui existent, vu que le Green IT Analysis
donne une note, mais il n'y a rien pour moi d'obligatoire à publier aujourd'hui. Une toute dernière question sur le Slack, qui était de savoir, en fait, parce qu'il y a aussi un débat là-dessus, on revient sur ta voiture, désolé, qui était de se dire qu'en fait, une voiture électrique, c'est bien, mais Le lithium. le lithium, ouais, on utilise, par exemple, L'autre micro. Ouais. Le lithium, par exemple, qu'on utilise pour justement les batteries, en fait, il est extrait aussi, on rase des forêts pour ça. Enfin, l'extraction n'est pas forcément mieux. Donc, quelle était non, J'ai pas de position là-dessus. C'est un débat extrêmement compliqué. Je suis pas moi-même dans ce secteur-là, mais oui, c'est une très très bonne remarque. Désolée. Ok. Et la toute dernière remarque, c'était sur aussi dans le monde du jeu vidéo, est-ce que tu sais s'il y a des initiatives sur l'éco-conception? Parce qu'on sait que notamment en termes de consommation, carte graphique, des choses comme ça, c'est... L'éco-conception, j'ai pas beaucoup d'exemples et moi-même je joue pas, mais j'ai des collègues qui jouent pas mal et qui m'ont dit qu'en termes d'accessibilité, il y avait eu beaucoup d'efforts qui avaient été mis sur certains jeux. Donc je pense c'est pas un secteur qui est le plus à la ramasse là-dessus. Après, honnêtement, sur l'éco-conception, je ne sais pas. Je pourrais pas répondre. Et en plus, c'est pareil, c'est un secteur très large, donc je voudrais pas me mouiller pour certains qui jouent le jeu et d'autres pas. C'est un peu compliqué. Ok. En tout cas, merci beaucoup Léa pour cette conférence. On peut bien l'applaudir. Merci à vous. Merci aussi à Eric qui nous a fait venir Léa dans les locaux.